par cette question, la BPCO existe-t-elle chez l'enfant? Alors finalement, quand on est dans une famille, on n'est pas identique. Donc il y a peut-être des circonstances malencontreuses qui peuvent arriver tout au long de la vie. C'est ainsi que déjà la génétique au départ fonctionne pour avoir certaines maladies. Et puis, il y a la période anténatale avec les événements qui peuvent se passer pendant la grossesse et l'exposition du fœtus in utero au tabagisme maternel, à l'antibio, pas seulement l'antibiotique, mais aux différents médicaments que peut prendre la maman. Également, les conditions intra-utérines, la naissance prématurée, le retard de croissance. Et puis, par la suite, vient la vie pendant l'enfance où l'enfant est exposé aux infections virales, bactériennes, à la pollution, aux allergènes, mais également à une alimentation, des fois obésogène, qui est néfaste également pour le poumon. Et puis, à l'âge adulte, cette personne va être un peu responsable de ce qui lui arrive parce qu'elle risque de choisir de pratiquer ou de fumer ou de négliger le tabagisme passif qui est engendré par le conjoint, par exemple, ou la conjointe. Qui peuvent être tout à fait insalubres et aussi la pollution extérieure. Et tout ça va favoriser tous les facteurs de risque qui nous amènent vers la bronchite chronique. Alors, dans l'enfance, de quoi on parle quand on dit BPCO? Est-ce qu'on est sur une BPCO d'adulte qui prend ses origines dans l'enfance, et c'est ce que sont en train de dire les pneumologues adultes, ou bien réellement la BPCO existe à l'âge infantile? Est-ce qu'il y a une définition consensuelle sur la BPCO? Donc, il n'y en a pas, en tout cas pour l'enfant. Mais on s'est mis un peu d'accord pour dire que la BPCO répond à un trouble ventilatoire obstructif qui est fixé par des EFR, bien sûr. Alors, les EFR, bien sûr, on ne les fait que tardivement, finalement. Et alors, on ne va pas attendre jusque-là pour agir, pour prévenir. Donc, vous voyez que finalement, on est un peu fataliste en laissant évoluer tranquillement les choses à l'âge adulte. Alors, les constatations qu'on a pu avoir sur le plan épidémiologique, c'est que les altérations fonctionnelles respiratoires qui sont observées au cours d'un BPCO, à l'âge adulte, on a pensé qu'elles pouvaient prendre leur origine pendant l'enfance. Parce que finalement, on a vu que toutes les BPCO ne sont pas en rapport uniquement avec l'environnement, mais qu'il y a d'autres choses qui peuvent la conditionner, l'enfance, mais également les gènes et l'interaction gène-environnement. Alors, puisque la BPCO est connue chez l'adulte, donc on va y aller avec la définition d'adulte. C'est une maladie respiratoire chronique qui est lentement progressive. Donc, vous voyez que même l'adulte, il la découvre tardivement. Elle évolue entre-temps lentement. Définie par un trouble ventilatoire obstructif, peu ou pas réversible, très souvent lié à l'intoxication tabagique, qui peut conduire à l'insuffisance respiratoire chronique. Donc, vous voyez, la lenteur de progression, l'intoxication tabagique, mais qui ne doit pas être uniquement due au tabac, et l'évolution, attention à bas bruit, vers l'insuffisance respiratoire chronique. L'adulte, la BPCO répond à plusieurs entités. La bronchite chronique simple, caractérisée par une hypersécrétion muqueuse bronchique avec une toux, le plus souvent productive, mais pas seulement, qui évolue durant au moins 3 mois pendant 2 années de suite. On a l'habitude de prendre cette définition-là. Il y a également une autre entité, l'emphysème pulmonaire que connaissent bien sûr les médecins d'adultes. Et quelle que soit l'entité, il y a une évolution progressive vers l'obstruction avec bronchique
avec un VMS sur capacité vitale forcée inférieure à 70%, et qu'on n'arrive pas à améliorer par les bêta-2 courte durée d'action, et c'est ainsi qu'on parle d'obstruction fixée. Chez l'adulte, le facteur essentiel étant le tabagisme passif. Mais on s'est aperçu au fil du temps, au fil des études, qu'il n'y a pas que celui-là et qu'il y a certainement une interaction non seulement avec l'environnement, mais également avec la génétique. Et là, on dit que peut-être on s'est pris trop tard parce qu'on s'est d'abord fixé uniquement sur le tabac et d'autre part parce que finalement, il n'y a pas ce seul élément-là et qu'il y a non seulement la génétique, mais également il y a tout l'environnement dans lequel a baigné cette personne pour devenir adulte. Donc voici le développement pulmonaire qui va et en anténatal et puis par la suite jusqu'à l'âge adulte, et qu'il y a des facteurs génétiques, d'environnement, de pathologies pulmonaires elles-mêmes qui peuvent nous amener vers l'obstruction bronchique fixée et la BPCO. Donc vous voyez que pour l'enfant, il y a quand même beaucoup de mécanismes physiopathologiques. Si on exclut bien sûr la génétique et l'environnement, les pathologies pulmonaires chroniques qui aboutissent à la BPCO, plusieurs facteurs physiopathologiques. Le facteur commun entre tout cela, c'est le trouble ventilatoire obstructif. Alors, la première question, la BPCO prend-elle ses origines dans l'enfance? On va essayer de répondre aux médecins d'adultes qui vont prendre après nous ces enfants-là, devenus adultes. Donc déjà, en période anténatale, donc vous voyez là en bleu clair, que ce poumon qui est très vulnérable va être déterminé par une génétique malheureuse. Ça, on n'y peut absolument rien. La nature peut être injuste. Et puis, tous les facteurs qui interviennent pendant la période de conception, pendant la période fœtale, parce que la maman était tabagique ou exposée dans un environnement absolument insalubre, dans un intérieur pollué ou à l'extérieur avec des pollutions de l'environnement. Et puis, il va avoir en conséquence, bien sûr, sur ce poumon, quand j'ai dit, comme je vous ai dit, vulnérable, des troubles du développement pulmonaire sur lesquels va se surajouter d'autres critères. Mais déjà, tous ces facteurs-là peuvent être responsables de retard de croissance intra-utérin, de prématurité, et ces deux pathologies-là peuvent aussi continuer à influencer sur le développement du poumon. Puis, en postnatal, donc la période d'après, on voit qu'il peut y avoir des manifestations sifflantes transitoires, le plus souvent dues au virus, aux infections en général, et puis une obstruction bronchique minime, persistante ou pas, en rapport avec l'asthme, qui peut être allergique le plus souvent. Et tout cela peut aller jusqu'à la BPCO, surtout s'il y a un tabagisme passif ou actif, secondairement, et également facteur d'environnement, la pollution notamment. Respiratoire, avec la fonction respiratoire, donc vous voyez, et on gagne au début, puis on se stabilise, et puis il y a un déclin physiologique de la fonction respiratoire. Ça, c'est tout à fait normal. Mais donc, vous voyez que déjà, en période prénatale, donc il peut y avoir des altérations qui conditionnent ce capital, qui vont l'altérer déjà d'emblée. Et puis par la suite, entre l'enfance et le jeune âge, on va avoir encore d'autres qui peuvent faire diminuer la fonction respiratoire et empiéter sur le capital respiratoire que peut avoir une personne. Et puis par la suite, il y a tout ce qui est maladie ou exposition au tabac actif entre 20 et 40 ans et qui va continuer à altérer la fonction respiratoire. Et puis finalement, par la suite, on va se retrouver avec un déclin, certes, mais un déclin plus accentué que ce qui est habituellement attendu. Voici donc le développement pulmonaire, là, les différentes périodes de la vie.
et le déclin physiologique. Et soit ce déclin va être constaté comme en rose clair là, déjà d'emblée, dès le début, et va continuer dans le même couloir sans s'aggraver, ou bien y avoir d'autres facteurs génétiques, des maladies pulmonaires, qui vont le gréver encore plus et entraîner un déclin plus important de la fonction respiratoire. C'est ainsi qu'il y a cette génétique, le tabac, l'accouchement, l'alimentation, la pollution, les infections qui vont intervenir pour l'empiéter, et puis toutes ces maladies chroniques de l'enfance qui vont également favoriser le déclin de la fonction respiratoire. Quelques études épidémiologiques qui nous ont amenés dès le départ à penser à cela, déclin de la fonction pulmonaire. Donc, dans la cohorte de Tucson, qui est hyper connue, c'est des petits qui, depuis la naissance, on les a suivis jusqu'à l'âge adulte, et on a constaté que les enfants qui avaient une obstruction dès le jeune âge continuaient à l'avoir. Donc, ils continuaient à avoir cette altération et continuaient à évoluer dans le même couloir fonctionnel respiratoire que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, voilà, donc ils vont continuer. Et cela est apparu bien tôt par rapport à la vie des personnes. Ces constatations ont été confortées par la cohorte norvégienne qui a trouvé que l'altération in utero du développement des voies aériennes a prédisposé à un déficit fonctionnel qui persistera à l'âge de 10 ans. Dans cette étude européenne, l'altération précoce des fonctions respiratoires est persistante avec de plus un adulte et on a étudié plusieurs facteurs, l'asthme maternel, l'asthme paternel, l'asthme pendant l'enfance et la survenue d'infections respiratoires sévères pendant les 5 premières années de vie, le tabagisme maternel. Et on a constaté que ce qui était réellement néfaste, avec de façon significative, c'était essentiellement le tabagisme quand il concernait aussi bien le... Donc, voilà, j'étais sur Svanes qui a montré antérieurement à l'étude 2010 que déjà le fait que la maman était fumeuse, et encore plus quand les deux parents sont fumeurs, qu'il y avait un risque de bronchite chronique de façon significative et également une altération du rapport VMS sur capacité vitale forcée. L'exposition au tabac in utero est le facteur anténatal qui a été le plus documenté, le plus étudié. Mais probablement, il y a d'autres facteurs qui n'ont pas été aussi bien étudiés. Ce tabac va entraîner une altération du développement pulmonaire qui a été constatée anatomiquement chez l'animal avec une diminution des points d'attache alvéolaires qui vont favoriser la collapsibilité et l'obstruction bronchique. Et cela retentit sur la réduction du calibre bronchique en augmentant le muscle lisse et l'épaississement des parois bronchiques ou de la membrane basale, ce qui correspond à ce qu'on appelle le remodelage bronchique. Et le remodelage bronchique, donc vous voyez, commence déjà très tôt par rapport à la vie extra-utérine. Le retard de croissance intra-utérin qui est engendré par l'exposition au tabac va continuer à perturber le développement pulmonaire et va gréver encore plus la fonction respiratoire également, comme cela peut se voir avec la prématurité, mais qui n'est pas seulement expliqué par la prématurité. Donc vous voyez que quand en rouge on voit que la maman est fumeuse, donc vous voyez que le couloir fonctionnel dont je vous ai parlé tout à l'heure et l'impact secondaire sur la vie adulte, vous voyez qu'il est largement altéré. Alors maintenant, les infections virales. Les sujets qui avaient des manifestations sifflantes avant l'âge de 7 ans, donc uniquement, c'est-à-dire probablement viro-induits, on a constaté que chez eux, ils avaient, à l'âge de 35 à 45 ans, un déclin plus important de la fonction respiratoire.
par rapport aux asthmatiques purs et au contrôle. Dans une cohorte turque, la survenue d'infections respiratoires fréquentes dans l'enfance va augmenter le risque de bronchite chronique avec un autre ratio à 2,3. La cohorte européenne a montré que les infections respiratoires à l'âge de 5 ans étaient un facteur de risque de survenue de BPCO. Dans cette étude, des auteurs ont comparé entre 1989 et 2001 l'évolution de 3 groupes de patients recrutés en 1964 alors qu'ils étaient âgés de 8 à 13 ans. Donc, ces enfants-là ont été revus en 1989 et 2001 alors qu'ils sont devenus adultes. Et on a essayé de voir comment évoluer les différentes pathologies à asthme, bronchite sifflante, transitoire, viro-induite probablement, et les infections des voies respiratoires supérieures, et voir comment ils évoluaient à l'âge 33-38 ans. Donc en 89, alors qu'ils étaient âgés de 33 à 38 ans, on a constaté que leur fonction respiratoire, en tout cas pour tous ceux qui étaient viro-induits, était normale. Et puis, 10 ans plus tard, on a constaté qu'ils altéraient leur fonction respiratoire. Donc le déclin a été vu chez cette population-là qui faisait des infections viro-induites secondairement, pas à l'âge adulte, mais plus tard, un peu plus vieux, on voyait qu'ils altéraient plus fort leur fonction respiratoire. Donc le rôle délétère des virus est clair, mais certains virus sont plus néfastes pour le poumon que d'autres, tels que le VRS et l'adénovirus. Et puis, on a constaté que l'ADN viral peut continuer dans les bronches des patients ou dans les poumons des patients adultes devenus BPCO, atteints de BPCO. Et ces virus-là, c'était le VRS et l'adénovirus essentiellement. Et bien sûr, tout cela peut être aggravé par l'environnement, notamment l'exposition au tabac. Les infections respiratoires avant l'âge de 5 ans, et le tabagisme maternel étaient significativement associés au développement de la BPCO de l'adulte. Donc, d'autres études ont montré que ces infections altéraient significativement la future fonction pulmonaire de l'adulte et d'autres facteurs pouvaient également y contribuer, tels que le poids de naissance faible, l'asthme et le tabagisme. Une étude réalisée en Écosse sur les maladies respiratoires au début de vie était associée à un risque à l'âge adulte de taux productif de dyspnée et de diagnostic médical d'asthme, de bronchite et d'emphysème. Donc, vous voyez que les études étaient là pour conforter la question initiale, est-ce que la BPCO de l'adulte est due seulement au tabac ou essentiellement au tabac, ou bien est-ce que d'autres facteurs dans l'enfance pouvaient l'engendrer et en être responsable. Donc, ici aussi, d'autres études pour confronter tout ce que j'avais dit jusque-là. Alors maintenant, j'entame tout ce qui est prématurité et dysplasie bronchopulmonaire. Donc, on a beaucoup étudié également les prématurés, qu'ils aient été atteints par la dysplasie bronchopulmonaire ou bien les anciens prématurés sans dysplasie bronchopulmonaire, ou bien les enfants qui sont nés de façon prématurissime, très faible, un âge gestationnel très bas. Donc, on a vu que les formes sévères de dysplasie bronchopulmonaire, maladie chronique du prématuré, qu'on avait vu et connu avant, ont disparu pratiquement. Pourquoi? Parce que la réanimation a beaucoup progressé, néonatale, qu'on utilise très facilement le surfactant, et puis on arrive à contrôler la ventilation artificielle qui est devenue moins agressive. Ce qui fait qu'on n'a plus vraiment de dysplasie bronchopulmonaire comme on en voyait avant, mais qu'on a développé une nouvelle bronchodysplasie du grand prématuré d'âge inférieur à 28 semaines, qui avait très peu de détresse respiratoire initiale, mais qui avait des besoins d'oxygène qui étaient élevés à 36 semaines chez les primas de moins de 32 semaines, ou bien à 56 jours chez les primas
d'âge supérieur, gestationnel supérieur à 32 semaines. Donc, en dehors de la dysplasie bronchopulmonaire, la seule prématurité associée au retard de croissance intra-utérin pouvait atteindre la fonction pulmonaire et être un facteur de risque de BPCO à l'âge adulte. Donc, probablement, dans les années à venir, avec toutes les progrès qu'on a eu, tous les progrès qu'on a eu pour la réanimation des nouveau-nés, de plus en plus, on va loin dans la prématurité, loin ou plutôt pour sortir des enfants très, très prématurés. Et cela, forcément, a des conséquences. Bien sûr, sur le cerveau, ça, c'est clair, mais également sur tous les organes qui sont en développement, notamment le poumon. Et donc là, vous voyez que les faibles poids de naissance pouvaient avoir plus tard des altérations scanographiques. Et donc, vous voyez les scanners des enfants qui sont nés prématurément. Donc, vous voyez un garçon de 10 ans, donc trouble en aspect de verre dépoli. Donc, vous voyez que ça a des conséquences à l'âge adulte. Alors maintenant, on aboutit sur les gènes, le facteur génétique. Donc, le facteur génétique est pressenti dès le départ parce qu'on a vu que la BPCO n'était pas seulement expliquée par le tabac. Il y a certainement des non-fumeurs qui ont une BPCO et pourquoi alors? Si ce n'est un facteur prédisposant génétique. Alors, on a vu, on a commencé à penser à cela et du coup, on a vu que les parents de personnes qui ont fait des BPCO très sévères avec une altération de la fonction respiratoire, alors qu'ils étaient encore jeunes, avaient des parents qui avaient une fonction respiratoire qui n'était pas normale. Et on a incriminé certains gènes dans cette prédisposition. Alors, plusieurs anomalies génétiques étaient associées à une hypoalvéolisation et un emphysème précoce. Chez la souris, d'abord, on a mis en évidence le gène candidat de susceptibilité qui implique le SMAD-D3 et qui va provoquer une hypoalvéolisation, une inflammation, un déséquilibre protéase-antiprotéase qui va engendrer un risque de BPC. Également, on a vu que les FGF1 et 2 et leurs récepteurs sont également impliqués via des facteurs sur la croissance pulmonaire. Les polymorphismes du gène codant pour l'ADAM33, le récepteur ARG16 et IL6 ont été impliqués dans la survenue de formes graves de BPC. Et également des polymorphismes de la glutathion transférase du TNF qui interviendraient dans la réponse au tabagisme. Alors, d'autres facteurs également ont été mis en cause, tels que les conditions socio-économiques défavorables. Les maisons insalubres peuvent être hyper néfastes pour le développement du poumon. Quand ils vivent dans le froid, dans l'humidité, tous dans une même chambre, avec une pollution intérieure par le type de combustion, de chauffage, etc. Il y a également l'alimentation qui peut être aussi bien néfaste quand il s'agit d'obésité que de malnutrition. De la pollution intérieure et extérieure, j'en ai parlé. Alors maintenant, la deuxième question. Est-ce que les pathologies pulmonaires chroniques qui surviennent dans l'enfance et dont on vous a parlé jusque-là, évoluent-elles vers la BPC? Si on prend la définition de laquelle on est parti, qu'il s'agit d'une maladie respiratoire chronique lentement progressive qui est caractérisée par un trouble ventilatoire obstructif fixé, non réversible, qui peut conduire à l'insuffisance respiratoire chronique, eh bien on voit que toutes les pathologies dont on vous a parlé et dont on vous parlera ultérieurement peuvent répondre à cette définition. La mucoviscidose, la dyskinésie ciliaire primitive, les malformations, les pneumopathies d'inhalation, la bronchiolite oblitérante, le déficit immunitaire, vous l'avez vu hier, l'asthme sévère, je vous en ai parlé, je ne sais plus, la première séance ou deuxième séance. Donc, vous voyez, tout ça peut
répondre à la définition finalement. Et donc la BPCO, elle peut également concerner l'enfant. Le problème essentiel, c'est que la physiopathologie peut être multiple, engendrée, et que le diagnostic, si on le base sur les EFR, ne peut être que tardif. Mais c'est des pathologies qui sont pressenties, pouvant être responsables et engendrer des BPCO. Voici toutes les étiologies, donc un tableau exhaustif de toutes les pathologies. Alors maintenant, une autre relation entre DDB et BPCO. Vous savez que les DDB, c'est la pathologie qui est plus connue chez l'enfant, et la BPCO, la pathologie qui est la plus connue chez l'adulte. Et depuis qu'on essaye de voir, avec le développement de la pneumopédiatrie, également les questionnements que peuvent avoir les médecins d'adultes, on a essayé de voir est-ce que on doit être cantonné à une réalité, à savoir les DDB chez l'enfant, la BPCO chez l'adulte, et c'est ainsi qu'on s'est un peu rapproché les uns des autres. Donc, au cours des dernières années. Donc, les deux maladies, d'abord, elles se ressemblent un tout petit peu parce qu'elles peuvent avoir les mêmes symptômes. La toux productive, la limitation du débit d'air qui est fixé, donc le trouble ventilatoire obstructif. Les deux études ont également décrit la prévalence élevée de bronchectasie chez les BPCO, quand même 29 à 50%. Donc, vous savez que les DDB ont un scanner anormal et que par contre, les BPCO, on a surtout un trouble obstructif ventilatoire, mais finalement, au niveau du scanner, on peut avoir des lésions secondaires, mais pas de lésions réelles comme on voit dans les bronchectasies. Donc, bien identifiées, bien classées, etc. Et on a vu que les BPCO d'adultes, on avait quand même des bronchectasies, des chiffres quand même importants. Alors, la relation exacte, on ne sait pas exactement est-ce qu'ils chevauchent ou pas, mais ça nous rapproche de l'idée dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir ces maladies respiratoires chroniques de l'enfance qui vont aboutir sur des dilatations de bronches quand elles sont obstructives, eh bien, elles peuvent secondairement aller vers la BPCO. Maintenant, est-ce que la BPCO et l'asthme peuvent se rencontrer? On sait aussi que l'asthme, bon, généralement une pathologie d'enfant, mais qui peut évoluer aussi et survenir à l'âge adulte, et la BPCO, qu'on se dit, bon, pathologie d'adulte. Alors, l'asthme, c'est une maladie qui répond à une obstruction réversible, donc transitoire, tandis que la BPCO est généralement une obstruction fixée. Alors, d'abord, il y a eu Jocelyne Juste qui a parlé de ça en disant que les enfants qui avaient, par exemple, une petite obstruction à la naissance, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui, à l'âge adulte, vont être exposés au tabac, donc il avait déjà un remodelage exposé au tabac, et ils vont donc développer secondairement des lésions obstructives qui peuvent nous faire penser à la BPCO. Dans cette étude-là, sur 346 enfants asthmatiques qui étaient suivis de 7 ans jusqu'à 50 ans avec des EFR. 197 ont finalisé l'étude et 43% des personnes de cette cohorte avaient un BPCO à l'âge adulte, alors qu'ils n'avaient jamais fumé. Donc, on a vu que ça favorisait le fait de fumer, mais quand cela avait de la BPCO alors qu'ils n'ont jamais fumé, ça doit nous poser des questionnements. Et dans cette étude de 2014, on a vu que les asthmes sévères, justement, avaient un risque 32 fois supérieur de développer une BPCO. Donc, finalement, l'asthme et la BPCO, dans les formes sévères de l'asthme, donc c'est la limite est borderline. On ne sait pas la limite où est-ce qu'elle se situe. Entre, c'est des enfants qui ont une BPCO, est-ce que c'est dû à l'asthme ou pas, l'asthme sévère ou pas? On ne peut pas très bien répondre jusqu'à maintenant à cette question.
Alors, est-ce que finalement la BPCO est une fatalité? Ben, pas tout à fait. Concernant la génétique, on ne peut pas grand-chose, mais concernant l'environnement déjà de la maman, on peut lui donner les conseils qu'il faut pour, après la naissance, la prévention des infections par les vaccinations, également éviter certains allergènes, les polluants, également éviter cet environnement obésogène qui est néfaste. Et puis, par la suite, être responsable et ne pas, au moins, le moindre mal, ne pas fumer, mais également penser à tous les pesticides quand on est au milieu de travail, etc. Et donc, il y a certainement des pistes de prévention. Alors, pour conclure, les bronchopneumopathies chroniques obstructives existent dans l'enfance. Elles peuvent faire le lit de la BPCO de l'adulte, mais elles peuvent également être présentes dès l'enfance. Donc, vous voyez la première question, est-ce que la BPCO de l'adulte est conséquente à pas mal de problèmes en période infantile, mais pas que, bien sûr. Il y a également le tabac, ne pas l'oublier, mais également les pathologies pulmonaires chroniques de l'enfance peuvent aboutir via les dilatations de bronchioles ou pas vers les BPCO secondairement. Mais ne pas oublier que, comme je vous l'ai dit dans l'avant-dernière plaque, ne pas oublier la prévention. Ça ne doit pas être une fatalité. Donc, il y a une malchance certaine, mais ce n'est pas une fatalité et à nous d'agir pour prévenir tout cela. Voilà, je vous remercie.